Bienvenue à vous tous sur Mobility TV. Objectif septembre prochain, fin septembre, du 28 au 30 septembre, date auquel auront lieu le salon Équipe Auto de Lyon, dans lequel vous trouverez le village du réemploi. Et ça tombe très bien parce que les pièces et l'usage des pièces de réemploi dans les réparations automobiles a le vent en poupe. On va en parler avec nos deux invités qu'on accueille avec plaisir. Patrick Poincelet, bonjour à vous. Bonjour à tous. Vous représentez Mobiliance, la grande famille de l'automobile en général, mais plus particulièrement la branche des recycleurs, c'est-à-dire la famille des réparateurs, et justement de ceux qui utilisent, en particulier plutôt des recycleurs, mais qui utilisent justement ces fameuses pièces de réemploi. On va en parler avec vous. On est également avec Éric Coquet. Bonjour à vous. Bonjour à vous, merci. Directeur général de VG France. En quelques mots pour présenter VG France. Société VG, qui est un remanufactureur de moteurs, culasses, turbo, pompe à injection, de pièces techniques dans le remanufacturing et forcément dans l'économie circulaire, évidemment. Alors l'un et l'autre, on vous trouvera en septembre prochain au village du réemploi. D'abord, on va peut-être faire un tour d'horizon de toute la famille du réemploi qu'on pourra trouver dans ce village en septembre prochain. Patrick Poincelet ? Oui, on va trouver dans le réemploi les deux grandes familles, puisque on va avoir les centres agréés VHU, les recycleurs de pièces de réemploi, donc les producteurs de pièces de réemploi directs, donc dans le réemploi tel qu'on l'entend dans sa grande habitude, c'est-à-dire quand on parle de pièces de réemploi, on parle généralement de pièces d'occasion, clairement, alors que le réemploi, il y a deux types, de réemploi. Il y a d'un côté l'usage du produit sans révision du produit, juste en contrôle, nettoyage et mise à disposition. Ça, c'est pour les pièces qui passent d'un véhicule à un autre, sans intervention. C'est le cas des ventes des pièces produites par les centres agréés VHU, qu'on appelle VHU. Et ensuite, véhicules hors d'usage. Et ensuite, on a l'autre produit de réemploi qui passe par les remanufacturiers, que sont, entre autres, des gens comme VG. Ce sont des pièces de réemploi qui sont comme neuves, tout simplement, parce qu'elles sont neuves de facto. On peut le dire comme ça ? Je ne sais pas, je vais laisser on va laisser dire justement à Éric Coquet. Est-ce que le moteur, justement, de réemploi est comme neuf, une fois qu'il revient dans le circuit ? Il permet effectivement de repasser effectivement dans un process industriel qualité norme ISO ITS 16949, qui est validé aussi par les constructeurs. Donc effectivement, la pièce d'usure est complètement démontée. Toutes les pièces d'usure sont changées par des pièces neuves, provenant d'équipementiers de première monte. Et tout ce qui est rectifiable et réusinable est réusiné dans un cahier des charges du constructeur. Et tout ça passe avec un banc d'essai pour valider en fait, le bon fonctionnement du moteur pour être prêt à partir dans un véhicule avec une garantie, évidemment. Avec la garantie de sécurité évidente, celle que veulent tous les conducteurs de toute façon. Donc ça paraît évident. La pièce de réemploi, j'imagine, elle a un autre avantage aussi, c'est-à-dire qu'on est en période de restriction sur le pouvoir d'achat. Et justement, l'année dernière, les pièces détachées ont augmenté. Leur prix a augmenté en tout cas de près de 10%, d'après une étude. Est-ce que, justement, les pièces de réemploi sont moins chères ? C'est logique. C'est un produit qui a déjà une vie. Il n'aura pas la même longévité qu'un produit neuf. Donc, c'est normal qu'il ne vaille pas le même prix. Mais je pense qu'il faut plutôt parler d'usage de la pièce de réemploi plutôt que de s'intéresser avant tout au prix et à la qualité. On en reparlera si vous le souhaitez. Avec plaisir. Mais je pense que c'est... Alors parlons de l'usage justement. En quoi la nuance est importante ? Eh bien parce que l'important c'est de bien comprendre qu'un véhicule, la durée de vie d'un véhicule en France, c'est 20 ans. Aujourd'hui, on est à 19,5. Il n'évolue pas. Même lorsqu'il y a des primes à la conversion, on ne fait que de stabiliser le vieillissement du parc, mais on ne le rajeunit pas. Donc, on est quand même sur une durée de vie de 20 ans. Quand on sait qu'un véhicule va avoir une cote, ce qu'on appelle, que tout le monde connaît habituellement, ce qu'on appelle la cote Argus, comme on le parlait, c'est une cote qui décroît les 9 à 10 premières années. Et ensuite, les 10 dernières années de la vie d'un véhicule, le véhicule n'aura plus qu'une valeur d'usage. Donc, le consommateur, c'est un produit qui vaudra pas très cher. Donc, le réparateur et toutes les gens qui vont travailler sur cet automobile devront proposer aux détenteurs de ce véhicule une solution bien plus économique. Et qui sera adaptée. Qui sera adaptée. Donc, c'est pour ça que
On pense aujourd'hui, et c'est ça qui est la force de nos produits aujourd'hui, c'est la reconnaissance de la pièce de réemploi comme étant une alternative à la pièce neuve. C'est ça. Avec un intérêt aussi qui est dans l'air du temps, qui est un intérêt écologique. Là, on est en train clairement de parler d'économie circulaire. On gâche moins. Oui, clairement, VG est un peu quelque part précurseur, hein, puisque depuis 1936, l'économie circulaire, c'est l'infini quelque part. Donc on part d'une matière première et puis le cycle ne s'arrête pas. On réutilise tant que ça Donc, marche. il vaut mieux effectivement réparer plutôt que d'acheter un véhicule neuf. Il y a beaucoup, l'impact carbone est beaucoup plus efficient. Mais je rejoins M. Wansley de dire qu'effectivement, la valeur vénale du véhicule, nous, on intervient, je pense à peu près pareil, entre 7 et 15 ans, puisqu'avant 7 ans, c'est capté par les constructeurs. Donc, il faut trouver effectivement une échelle économique et écologique. Vous êtes en train de me dire que la réparation. si mon véhicule a plus de 7 ans, je ne vous cacherai pas que c'est largement le cas, s'il a plus de 7 ans et que je dois changer une pièce, mais que je veux garder mon véhicule, économiquement parlant, c'est du gâchis de me tourner vers une pièce neuve, alors même que je peux me tourner vers vos pièces qui seront tout aussi performantes compte tenu de la durée de vie de mon véhicule. Oui, ça sera effectivement pour votre portefeuille, pour aussi la planète, et enfin, pour tout le monde, en fin de compte, hein, de trouver une issue économique de qualité qui réponde au cahier des charges des constructeurs et qui soit entre 30 et 40% moins cher que le neuf, pour rendre effectivement la réparation viable. 30 à 40% moins cher que le neuf, ce qui est quand même absolument considérable quand on sait combien les Français souvent se plaignent du prix des pièces détachées en général, et je parle des neuves. Pour le coup, c'est très important comme différence de prix. Oui, et ça l'est encore plus sur le réemploi, hein, puisque évidemment. Je pense qu'il est intéressant à ce niveau de débat de réexpliquer ce qu'est la fourniture de pièces automobiles. D'accord ? Aujourd'hui, on en parlera parce qu'on peut aussi parler de pourquoi aujourd'hui on s'intéresse énormément à la pièce de réemploi qui proviennent de nos établissements. Eh bien, parce que jusqu'à présent, le réparateur avait l'habitude de travailler sur 4 produits. Le produit d'origine constructeur, le produit de qualité équivalente, donc des grands équipementiers qui distribuaient sur leur enseigne. Ensuite, les pièces adaptables et le produit remanufacturé. C'était généralement ce qu'on appelle communément et plus connu dans le grand esprit comme l'échange standard. C'est comme ça qu'on le connaît d'une façon classique. Sauf que ce système-là, il est en train de changer, c'est ce que vous nous dites. Alors voilà, c'est que depuis quelques années, donc on a eu déjà le premier arrêté dans le cadre de la réparation collision qui a permis aux experts de faire du double chiffrage avec de la pièce neuve et de la pièce remanufacturée et de la pièce de réemploi. Donc là, on a commencé à introduire notre produit comme étant le 5e produit, le 5e composante de la fourniture automobile. Et on a dernièrement, forcément le dernier, la loi de 2017 qui impose aux professionnels de la réparation, que ce soit en réparation maintenance ou en réparation collision, de proposer une alternative avec les pièces de réemploi. Donc, notre produit arrive. Exactement, et on le propose. Il a une visibilité. Sauf que, est-ce que tous les réparateurs la respectent, cette loi? C'est un peu la question qui fâche, mais il faut quand même la poser. Est-ce que je casse ma Clio, je vais chez mon concessionnaire, elle a quelques 150 000 km, on va me dire, alors vous changez le moteur, mais alors vous avez le choix entre un moteur... Allez. Alors, en tant que mobiliance, je fais joker, c'est ça? Voilà. Vous voulez vous voulez pas vous vexer avec la famille des garagistes? Non, mais alors je vais juste donner, parce que ça au moins c'est pas mon propos, c'est celui de l'administration, puisqu'il y a eu un contrôle de la DGCCRF, alors Direction Générale Concurrence, Consommation et Répression des Fraudes. Ils ont fait un audit de chez un grand nombre de professionnels à réparation et plus de 72% ne respectaient pas les règles. Donc, mais vous savez, c'est une culture, c'est une modification. Ça a été véritablement un virage culturel. Donc, de passer à la pièce de réemploi, d'adapter la pièce de réemploi dans les réparations, c'est un virage culturel. Ça met du temps. Ce qui met du temps aussi, c'est peut-être l'information de l'automobiliste. C'est-à-dire que si je vais chez mon concessionnaire habituel, je peux très bien, et je suis fondé à demander qu'on me propose et qu'on me fasse un devis avec une pièce... Ça dépend des segments pour moi. Aujourd'hui, il y a des MRA, agents de marque, concessionnaires. Les MRA sont quand même beaucoup plus, on va dire, ouverts à proposer des pièces provenant de l'occasion du manufacturing.
agents, ils sont quand même, c'est une grande famille, ils sont habitués à travailler avec les constructeurs, etc. Donc, c'est plus difficile un peu pour plus eux. compliqué. Pour moi, on a une faute aussi, on a quand même une faute, c'est qu'on n'a pas, on a parlé beaucoup entre nous, professionnels, Ouais. de cette loi, mais au niveau du consommateur, aujourd'hui, le consommateur ne le sait pas. Donc, pour moi, il faut aller chercher, il faut donner l'information au consommateur pour que le consommateur Le pousse demande de lui-même. l'information lui-même en lui disant, moi, je veux 2 devis. C'est ça. Voilà. Et on ne peut pas le lui refuser, et pas personne encore d'ailleurs. fait, vraiment. Et d'ailleurs, personne ne le lui refusera. Non, non. Et surtout que, vous savez, on dit toujours c'est le donneur d'ordre qui décide. Donc, vous avez 2 typologies de réparation. Vous avez la réparation collision et la réparation maintenance. Ouais. Dans le cadre de la réparation collision, le donneur d'ordre, c'est l'assureur. Eh bien, comme par hasard, bizarrement, notre vente de matière, de pièces de réemploi dans la réparation collision, elle a fait un boom, un Ça véritable l'intéresse. boom. Voilà. Pourquoi? Parce que le donneur d'ordre, qui est l'assureur, il y voyait 2 intérêts pour lui aujourd'hui. Un intérêt économique, bien sûr, mais aujourd'hui, qu'on parle beaucoup de démarches RSE, de démarches de neutralité carbone, choses comme ça, la pièce de réemploi retrouve tout son intérêt. Donc, l'assureur, qui est donneur d'ordre, a poussé vers ça. Et on peut rajouter quelque chose. Si l'assureur lui-même jette son dévolu sur la pièce de réemploi, c'est la preuve par 9 que cette pièce est fiable auprès du public. C'est important de le dire, parce que l'assureur n'a aucun intérêt à ce que son client, son assuré, s'équipe d'une pièce en laquelle il n'aurait pas confiance. Personne n'a intérêt, d'ailleurs. Voilà. Parce que on est responsable. Il faut bien comprendre. Des fois, on explique bien aussi aux gens. Nous sommes fournisseurs. Quand vous êtes fournisseur d'un produit, vous en assumez votre responsabilité. Ouais. On est assuré pour ça. Et donc, l'intérêt pour un centre, c'est forcément d'avoir le minimum de retour, le minimum de garantie. C'est ce qui coûte cher aujourd'hui. Donc, on n'a pas pour d'intérêt. l'assurance, il y a quand même une solution économique pour eux également. Il ne faut pas se le cacher. Hein. Une solution économique et une valeur aussi, puisque au lieu de prendre 100%, d'aller prendre la pièce chez le constructeur et de faire une moins-value au consommateur, au particulier, dans ce cas-là, il prend un produit qui a une qualité moins équivalente, 40% moins cher, avec une qualité équivalente, une garantie équivalente en tout cas. Et je veux dire, le consommateur est content et l'assureur également. Donc tout le monde a l'air content une fois qu'on a dit ça. Et malgré tout, vous le disiez, 72% d'après la DGCCRF, 72% ne respectaient pas forcément la loi. Qu'est-ce qui cloche encore? C'est culturel? C'est une question d'information? Ou alors sont, pourquoi pas, je ne sais pas, les constructeurs qui feraient pression? Bon, il y a toujours, vous savez, comme tout le monde sait dans le milieu professionnel, que l'équilibre des constructeurs se fait sur la pièce détachée. Donc, ils ne sont pas forcément trop favorables. Mais malgré tout, maintenant, vous entendez beaucoup parler du sujet parce que c'est un sujet complexe et complet. Donc, ils l'introduisent dans leurs données. Le temps fait son chemin et son travail. Est-ce que les professionnels qui n'étaient pas ouverts, on ne va pas dire favorable, on va dire pas ouvert à notre produit. Aujourd'hui, on voit bien, tous les jours, ça évolue. Tous les jours, ça évolue. Donc, alors, comme l'a dit monsieur, forcément, les MRA étaient les premiers acteurs. Pourquoi le MRA? Parce que le MRA, il n'a pas de donneur d'ordre au-dessus. C'est vrai. D'accord. Et lui, c'est très souvent un atelier MRA, de ce qu'on appelle MRA, mécanicien réparateur automobile. C'est un petit artisan. Et il a souvent le contact avec le donneur d'ordre, qui est le client. Et comme il a ce contact avec lui, il est un peu plus sous une solution. Et voilà. surtout qu'il est un peu plus sous la pression du client si le client n'est pas content. Je trouve que c'est surtout le fait qu'il est beaucoup plus à l'écoute de ses besoins. C'est exactement ça. C'est le bon sens près de chez vous. Ce qui peut paraître logique. Vous parliez du MRA. On peut revenir aussi sur ces chiffres qui ont dû vous satisfaire, publiés par l'Association professionnelle sécurité et réparation automobile. L'utilisation des pièces de réemploi après accident, donc réparation après accident, qui augmente de 10% sur un an, à peu près, presque 11%. Ça, vous le vérifiez aussi chez vous, chez VG France? Oui, on a une vraie croissance depuis 2 ou 3 ans maintenant et qui ne cesse d'évoluer. La demande est très forte, mais pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, les constructeurs n'arrivent pas à livrer de voitures. Donc, pour tout ce qui est véhicule utilitaire, les gens, s'ils veulent continuer à travailler pour un véhicule, ils ne peuvent pas attendre 2 ans. Donc, ils vont faire la réparation. Et il y a l'orientation aussi, savoir... Est-ce que j'achète un véhicule électrique? Est-ce que j'achète un véhicule hybride? Est-ce que je répare ma voiture en attendant que ce soit plus clair au niveau
on va dire, politique. Donc voilà, toutes ces raisons-là font que, et bien sûr le pouvoir d'achat, il ne faut pas se le cacher, les gens essayent de garder leur véhicule le plus longtemps possible. C'est ça. Voilà. Et vous parliez en attendant que ce soit plus clair au niveau politique, c'est une allusion aux zones à faible émission contre laquelle toute la grande famille, pour le coup Mobilian, s'est vent debout depuis... Je vais juste compléter pour l'enquête SRA, si vous permettez. Dans le cas des enquêtes SRA, c'est sécurité et réparation automobile. C'est un organisme qui est financé par les assureurs. Ouais. Pour les assureurs, d'accord? Donc là encore, effectivement, mais on a une pénétration de plus en plus, importante dans le monde de la réparation collision, hein, puisque c'est vraiment le cadre de la réparation collision. Mais le souci que nous rencontrons, c'est une ouverture. Alors je suis un petit peu direct en disant l'ouverture des chakras des experts, parce que aujourd'hui, ils se limitent souvent aux pièces de robe. D'accord, les ailes, les portes, les capots, et voilà. Donc, nous, on dit aujourd'hui au monde de l'assurance, au monde de la réparation, au monde que si on veut progresser, il va falloir ouvrir les familles de pièces. C'est-à-dire que ne pas se limiter qu'aux familles aux robes. Donc, ça, c'est un vrai travail que l'on va mener dans la fin 2023-2024. C'est des chantiers qu'on a ouverts avec la SRA, où on va remettre autour de la table. L'objectif est vraiment très, très, très ambitieux. On va remettre autour de la table les experts, les réparateurs et nous, pour essayer de faire évoluer les produits utilisés. Patrick Poincelet, mesdames et messieurs, sur Mobility TV, qui propose un grand cours de yoga, finalement, aux experts. C'est une bonne idée, pourquoi pas. On pourrait peut-être parler aussi de ce qui va se passer dans les années à venir. Vous avez dit l'un et l'autre qu'on était en pleine période de croissance pour vos activités. En plus, le public se sensibilise, les acteurs de la chaîne aussi. Comment vous faites face à l'arrivée de la motorisation électrique, par exemple, à l'arrivée de nouveaux types de motorisation? Est-ce que c'est un défi pour VG France ? C'est un défi, en tout cas, de trouver des alternatives et des solutions pour accompagner la transition, on va dire, hein, puisque, effectivement, les moteurs thermiques s'arrêteront logiquement, mais j'en suis pas vraiment sûr, en 2035, pour arriver jusqu'en 2060, jusqu'à temps qu'effectivement, entre 10, 15 et 20 ans, il y ait Donc, nous, en fait, si vous voulez, on fait entre le pont d'aujourd'hui jusqu'en 2060, où on est présent pour le consommateur, pour l'accompagner à réparer son véhicule tout au long de sa vie. Donc l'activité sera florissante, c'est une évidence, d'autant plus que la durée de vie des véhicules, en tout cas l'âge moyen du parc roulant français a tendance à augmenter. Oui, il est passé à plus de 11 ans, et vous avez raison, on parle toujours de 2035, on sait quand même qu'en 2035, 85% du parc automobile sera toujours thermique. On rappelle, c'est la fin des immatriculations de véhicules neufs thermiques, à supposer d'ailleurs que les pouvoirs publics restent sur ces engagements-là. Voilà, c'est ce qui n'est pas encore gagné, puisque de plus ça va, plus il y a de pays de la communauté européenne qui commencent à réagir en disant ça n'a pas de sens. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, on a quand même, nous, des interventions et des rencontres avec les grandes instances ministérielles pour nous dire il va falloir faire des économies parce qu'on n'a pas assez d'électricité. Donc il y a un moment, le bon sens, il va falloir qu'à un moment, il l'emporte, ou du moins on l'espère. Mais, quoi qu'il en soit, je tiens à souligner, nous concernant, que nous nous intéressons quand même aux véhicules électriques. Pourquoi ? Parce qu'un véhicule, dès qu'il sort sur le marché, le lendemain matin, il y en a qui sont accidentés, il y en a qu'on rentre dans nos entreprises. Donc, on a besoin de les traiter. Donc, ça nous intéresse et on ne fait pas l'autruche autour des véhicules électriques. D'ailleurs, la preuve, on va officialiser prochainement un rapport INERIS sur tous les risques industriels liés aux véhicules électriques, qui d'ailleurs va être une bombe. Je peux annoncer la couleur. Vous pouvez l'annoncer ? J'en annonce la couleur, parce que déjà, quand on a présenté un petit peu à un grand nombre d'acteurs, ils disent c'est pas possible, comment on va faire? Enfin bon, ça c'est un autre problème. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà réglementairement, les véhicules électriques vont rentrer chez nous, clairement. Aujourd'hui, et là je tiens aussi à le rappeler, parce que beaucoup de gens disent ah oui, la batterie, je vais la récupérer, ça va être à moi, patin coup fin, qu'on soit bien d'accord. Aujourd'hui, tous les textes et les nouveaux textes en préparation ont bien précisé qu'un centre agréé VHU est un centre qui va collecter la totalité des véhicules thermiques et électriques, y compris les batteries de traction. D'autre part, je rappelle qu'un centre agréé VHU est le dernier propriétaire des véhicules. Ouais. Donc,
par définition, ce sera notre propriété. Donc là, c'est une chose. Et par ailleurs, on commence à travailler parce que même... Alors effectivement, ça va être un changement de paradigme pour nous, un changement d'organisation parce que effectivement, quand on parle des moteurs, alors je suis avec les gens de chez Véguier en face de moi, mais on connaît bien, le moteur, c'était l'élément noble qu'on vendait le plus sur un véhicule. La première vente d'un véhicule, c'était son moteur, boîte de vitesse. Donc, et clairement, le véhicule électrique, ça ne va pas être ça. Non, ça va être la batterie. Ça va être la batterie, entre autres, mais donc justement, ça nous intéresse et on veut la garder. Mais il va y avoir aussi, et là on s'y intéresse beaucoup, sur les équipements électroniques. Voilà, donc ça va être une deuxième filière. Donc il y aura beaucoup de nouveaux filons dans cette mine d'or qui n'est toujours pas tarie et qu'on appelle l'automobile tout simplement. Merci à tous les deux. Je rappelle ce rendez-vous du 28 au 30 septembre au Salon Équipe Auto à Lyon. Ne ratez pas le village du réemploi, chers amis. D'ici là, merci à vous Patrick Poincelet. Je rappelle, vous dirigez la branche des recycleurs pour Mobiliance. Merci à vous également Éric Coquet, directeur général de VG France. Et à vous tous, on vous dit à bientôt sur Mobility TV.